Une étude en rouge. Première partie. Souvenir de John H. Watson, docteur en médecine, ancien du corps médical des armées. Chapitre 1. Mr. Sherlock Holmes. En l'an 1878, je soutins ma thèse de doctorat en médecine à l'université de Londres, puis je me rendis à Netley, afin de suivre les cours destinés aux chirurgiens des armées. Ayant achevé là-bas mes études, je fus ensuite affecté au 5e régiment de fusiliers de Northumberland en qualité d'aide-major. À ce moment-là, mon régiment se trouvait aux Indes, et avant que j'aie pu le rejoindre, la seconde guerre d'Afghanistan avait éclaté. En débarquant à Bombay, j'appris que mon corps d'armée avait pénétré à travers les défilés montagneux et se trouvait déjà fort avancé en territoire ennemi. Je partis néanmoins sur ses traces, en compagnie de nombreux autres officiers qui se trouvaient dans la même situation que moi. Je parvins à rejoindre Kandahar en toute sécurité, où je trouvai mon régiment et fus aussitôt affecté à mes nouvelles fonctions. À beaucoup d'entre nous, la campagne apporta honneur et distinction. Mais pour moi, elle ne fut que malchance et catastrophe. Je fus soustrait à ma brigade et rattaché aux Berkshires, avec lesquels je servis à la funeste bataille de Maiwand. C'est là que je fus touché à l'épaule par une balle de Jezai qui me fracassa l'os et effleura l'artère sous-clavière. Je serais tombé entre les mains des farouches gazis sans le dévouement et le courage déployés par mon ordonnance Murray, qui me jeta en travers d'un cheval de bas et parvint à me ramener sain et sauf jusqu'aux lignes arrières britanniques. Épuisé par la souffrance et très affaibli par les épreuves que j'avais subies, je fus transporté, avec un train entier de blessés, vers notre hôpital de base à Peshawar. Là, je repris des forces, et j'avais déjà progressé au point de pouvoir me promener dans l'hôpital, et même d'aller un peu lézarder sur la véranda, quand je fus terrassé par la fièvre typhoïde, fléau de nos possessions indiennes. Durant plusieurs mois, on me considéra comme perdu, et quand je revins enfin à la vie et entrai en convalescence, j'étais si faible et si maigre qu'une commission médicale statua qu'il fallait me rapatrier vers l'Angleterre sans perdre un seul jour. J'embarquai sur le navire de transport Oronte et débarquai un mois plus tard sur la jetée de Portsmouth, ma santé irrémédiablement fichue, mais avec la permission, octroyée par un gouvernement paternel, de passer les 9 prochains mois à essayer de l'améliorer. Je n'avais ni famille ni amis en Angleterre, et j'étais par conséquent libre comme l'air, ou tout du moins aussi libre qu'un revenu de 11 shillings et 6 pence par jour peut permettre à un homme de l'être. Dans ces conditions, je gravitais autour de Londres, ce gigantesque cloaque vers lequel tous les oisifs et les flâneurs de l'Empire sont irrémédiablement attirés. Je demeurai là quelque temps dans une pension de famille du Strand, menant une existence sans confort et sans véritable but, et dépensant mon argent d'une manière beaucoup plus libérale que je n'aurais dû. L'état de mes finances devint si critique que je compris vite qu'il me faudrait soit quitter la capitale pour m'installer quelque part à la campagne, soit amender radicalement mon style de vie. Optant pour cette dernière solution, je commençai par me résoudre à quitter la pension et à prendre mes quartiers dans un endroit moins huppé et moins onéreux. Le jour précis où j'étais parvenu à cette conclusion, je me trouvais accoudé au bar du Criterion, lorsque quelqu'un me tapa sur l'épaule. Me retournant, j'aperçus le jeune Stamford qui avait servi sous mes ordres comme aide-soignant à l'hôpital de Saint-Barthélemy. L'apparition d'un visage amical dans la jungle londonienne est quelque chose de particulièrement agréable pour un homme isolé. À l'époque, Stamford ne faisait pas particulièrement partie de mes intimes, mais je l'accueillis alors avec enthousiasme, et lui, en retour, apparut enchanté de me voir. L'exubérance de ma joie me conduisit à l'inviter à déjeuner au Holborn, et nous partîmes ensemble en fiacre. « Qu'avez-vous donc fabriqué, Watson ?» me demanda-t-il sans masquer son étonnement, alors que nous roulions avec fracas dans les rues londoniennes encombrées. « Vous êtes mince comme une latte et aussi brun qu'une noix !» Je lui brossai un rapide croquis de mes aventures, et j'en terminai à peine lorsque nous arrivâmes à destination. « Pauvre vieux !» dit-il avec compassion après qu'il eut écouté le récit de mes malheurs. « Qu'allez-vous faire désormais ?»« Chercher un logement, » répondis-je. « Essayer de résoudre l'équation qui consiste à dénicher un appartement confortable à un prix raisonnable. »« C'est étrange, » remarqua mon compagnon. « Vous êtes le second aujourd'hui à employer cette expression devant moi. » « Et qui était le premier ?» répondis-je. « Un gars qui travaille au laboratoire de chimie, là-bas à l'hôpital. Il se plaignait ce matin de ne pas avoir trouvé quelqu'un avec qui partager le bel appartement qu'il a dégoté et qui est trop cher pour sa bourse. »« Parbleu !» m'écriai-je. « S'il cherche véritablement quelqu'un pour partager l'appartement et les frais, je suis son homme.
Je préférerais avoir un partenaire plutôt que de rester tout seul. Le jeune Stamford me regarda d'un air un peu étrange par-dessus son verre de vin. Vous ne connaissez pas encore ce Sherlock Holmes, dit-il. Peut-être que vous n'apprécierez pas de vivre constamment avec lui. Pourquoi, qu'est-ce qu'on lui reproche? Oh, je n'ai pas dit qu'on pouvait lui reprocher quelque chose. Il a des idées un peu bizarres, il se passionne pour certaines branches de la science, mais pour ce que j'en sais, c'est plutôt un brave type. Un étudiant en médecine, je suppose. Non, je n'ai aucune idée de ce qu'il veut en faire. Je le trouve assez calé en anatomie, et c'est un chimiste de premier ordre, mais d'après ce que je sais, il n'a jamais suivi l'ensemble du programme de médecine. Ses études sont très décousues et excentriques, mais il a amassé un tas de connaissances peu ordinaires qui étonneraient ses professeurs. Vous ne lui avez jamais demandé ce qu'il comptait en faire? Non. Ce n'est pas un homme qu'il est aisé de faire parler, bien qu'il puisse être assez expansif quand la fantaisie le prend. J'aimerais le rencontrer. Si je dois habiter avec quelqu'un, je préférerais qu'il soit calme et studieux. Je ne suis pas encore suffisamment rétabli pour supporter beaucoup de bruit ou d'agitation. J'en ai eu ma part en Afghanistan, assez pour le restant de mon existence terrestre. Comment pourrais-je rencontrer votre ami? Il est sûrement au laboratoire, répondit mon compagnon. Tantôt il évite les lieux pendant des semaines, tantôt il y travaille du matin jusqu'au soir. Si vous voulez, nous irons le voir après déjeuner. Volontiers, répondis-je. Puis la conversation glissa sur d'autres rails. Tandis que nous nous rendions à l'hôpital après avoir quitté le Holborn, Stanford me fournit encore quelques détails sur le gentleman que je me proposais de prendre pour colocataire. Il ne faudra pas m'en vouloir si vous ne vous entendez pas avec lui, dit-il. Je ne sais rien de plus à son sujet que ce que j'ai pu en apprendre lors de rencontres fortuites au laboratoire. C'est vous qui avez proposé cet arrangement, alors vous ne pourrez pas m'en tenir pour responsable. Si on ne s'entend pas, il sera facile de se séparer, répondis-je. Il me semble, Stanford, ajoutai-je en regardant fixement mon compagnon, que vous avez de bonnes raisons pour vouloir vous laver les mains de cette histoire. Le caractère du type est-il si terrible que ça ou quoi? Ne tournez pas autour du pot. Il n'est pas facile d'exprimer l'inexprimable, répondit-il en riant. Holmes est un peu trop scientifique à mon goût. Ça frise l'insensibilité. Je le crois capable d'administrer à un ami une petite pincée de l'alcaloïde végétal le plus récent. Non pas par malveillance, voyez-vous, mais simplement par esprit scientifique, afin d'en connaître exactement les effets. Pour lui rendre justice, je pense qu'il se l'administrerait à lui-même avec la même célérité. Il semble avoir une véritable passion pour la connaissance exacte, précise. Très bien. Et alors? Oui, mais il pousse parfois un peu loin. Quand on en arrive à frapper des cadavres à coups de canne en salle de dissection, cela prend certainement une tournure plutôt bizarre. Frapper des cadavres? Oui, pour voir dans quelle mesure on peut provoquer des bleus sur les corps après leur mort. Je l'ai vu faire de mes propres yeux. Et pourtant, vous soutenez qu'il n'est pas étudiant en médecine. Non. Dieu seul connaît l'objet de ses recherches. Mais nous y sommes, vous pourrez vous faire votre propre opinion sur lui. Alors qu'il parlait, nous empruntâmes un passage étroit et entrâmes par une petite porte latérale dans une aile du grand hôpital. Le terrain m'était familier et je n'avais nul besoin d'un guide alors que nous grimpions le lugubre escalier de pierre puis progressions à travers le long corridor avec sa perspective de murs blanchis à la chaux et ses portes peintes en marron. Près de son extrémité opposée, un passage bas et voûté partait du corridor pour mener au laboratoire de chimie. C'était une pièce haute de plafond, emplie d'innombrables bouteilles alignées ou en vrac. Des tables larges et basses étaient éparpillées çà et là, hérissées de corps nus, d'éprouvettes et de becs benzène avec leurs petites flammes bleues vacillantes. Il n'y avait qu'une seule personne dans la pièce, penchée au-dessus d'une table éloignée et absorbée par son travail. En entendant le bruit de nos pas, il jeta un regard autour de lui et se leva d'un bond en poussant un cri de joie. « Je l'ai trouvé! Je l'ai trouvé !» hurla-t-il à mon compagnon en accourant une éprouvette à la main. « J'ai trouvé un réactif qui n'est précipité que par l'hémoglobine !» Aurait-il découvert une mine d'or, ses traits n'auraient pu exprimer plus de ravissement. « Dr. Watson, Mr. Sherlock Holmes » dit Stanford en nous présentant l'un à l'autre. « Comment allez-vous » dit-il cordialement, me serrant la main avec une vigueur dont je ne l'aurais pas cru capable. « Vous êtes allé en Afghanistan, me semble-t-il. »« Comment diable le savez-vous » demandai-je stupéfait. « Peu importe, » dit-il en riant. « La question du moment, c'est l'hémoglobine. Vous devinez sans doute l'intérêt de ma découverte. C'est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est vrai, mais d'un point de vue pratique... Mais mon cher, c'est la découverte médico-légale la plus utile depuis des années. Ne comprenez-vous pas que cela nous donne un test infaillible pour déceler les taches de sang? Venez ici maintenant.
Dans son enthousiasme, il attrapa la manche de mon manteau et m'entraîna vers la table sur laquelle il était en train de travailler. « Prenons un peu de sang frais, » dit-il en enfonçant un long poinçon dans son doigt et en recueillant la goutte de sang dans une pipette de chimiste. « Maintenant, j'ajoute cette petite quantité de sang à 1 litre d'eau. Vous constatez que le mélange qui en résulte a l'apparence de l'eau pure. La proportion doit être sans doute inférieure à 1 millionième. Je ne doute pas cependant que nous obtenions la réaction caractéristique. » Tout en parlant, il jeta dans le récipient quelques cristaux blancs, puis il ajouta quelques gouttes d'un liquide transparent. En un instant, le contenu prit une couleur acajou terne et une poussière brunâtre se déposa au fond du bocal en verre. « Ha ha !» s'écria-t-il en tapant des mains, l'air aussi heureux qu'un enfant avec un nouveau jouet. « Que pensez-vous de ça ?»« Cela me semble une expérience très intéressante, remarquai-je. »« Merveilleux, merveilleux. L'ancien test au Gaillac était grossier et peu fiable, tout comme l'examen au microscope des globules sanguins. Ce dernier est nul si les traces ont plus de quelques heures. Désormais, il semble que cela fonctionne avec, que le sang soit frais ou non. Si ce test avait été inventé plus tôt, des centaines d'hommes qui se promènent tranquillement aujourd'hui auraient depuis longtemps payé pour leurs crimes. En effet, murmurai-je. Toutes les affaires criminelles butent là-dessus. Un homme est suspecté d'un crime commis il y a mettons plusieurs mois. Son linge ou ses vêtements sont examinés et on y découvre des taches brunâtres. Est-ce que ce sont des taches de sang, des taches de boue, des taches de rouille, des taches de fruits ou autre chose ? C'est une question qui a désarçonné plus d'un expert. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de test fiable. Désormais, nous possédons le test de Sherlock Holmes et il ne devrait plus y avoir de difficulté. Ses yeux s'illuminaient alors qu'il parlait. Il mit la main sur son cœur et se courba comme pour répondre aux applaudissements d'une foule née de son imagination. « Vous méritez d'être félicité, » dis-je grandement étonné par son enthousiasme. « Prenez l'affaire Von Bischoff à Francfort l'an passé. Il aurait certainement été pendu si ce test avait existé. Il y eut aussi Manson à Francfort, et le fameux Müller, et Lefebvre de Montpellier, Samson de la Nouvelle-Orléans. Je pourrais vous citer 20 cas dans lesquels ce test aurait été décisif. « Vous êtes une véritable encyclopédie vivante du crime, » dit Stanford en riant. « Vous devriez démarrer un article sur ces mots. Vous l'appelleriez « Les nouvelles policières du passé ». Ce serait très instructif, dit Sherlock Holmes en collant un petit bout de taffetas sur son doigt à l'endroit de la piqûre. Je dois faire attention, reprit-il en se tournant vers moi avec un sourire, car je tripote pas mal de poison. Il leva la main et je remarquai qu'elle était couverte de semblables morceaux de taffetas et brûlée par de puissants acides. Nous sommes venus pour affaire, dit Stanford en s'asseyant sur un tabouret et en poussant un autre du pied dans ma direction. Mon ami ici présent cherche à s'installer, et comme vous vous plaignez de ne pas avoir trouvé quelqu'un avec qui partager, j'ai pensé que je devrais vous mettre en relation. Sherlock Holmes parut enchanté à l'idée de partager son logement avec moi. Je lorgne sur un appartement dans Baker Street qui nous irait à merveille. Vous n'êtes pas gêné par l'odeur du tabac brun, j'espère. Je fume constamment du chip moi-même, répondis-je. Alors ça va. Je suis généralement entouré de produits chimiques et de temps en temps je pratique des expériences. Cela vous ennuie ? En aucune façon. Voyons, quels sont mes autres défauts ? Je broie du noir parfois et je n'ouvre pas la bouche pendant des jours. Vous ne devez pas croire que je vous boude pour autant. Laissez-moi tranquille, j'irai vite mieux. Et vous ? Qu'avez-vous à confesser ? Il est préférable que 2 personnes connaissent les pires défauts de l'autre avant de s'installer ensemble. Cet interrogatoire réciproque me fit rire. J'ai un chiot bulldog, dis-je, et je n'aime pas le vacarme parce que mes nerfs ont été ébranlés. Je me lève à des heures indues, je suis très paresseux. J'ai une autre panoplie de vices lorsque je suis en forme, mais en ce moment ce sont les principaux. Est-ce que vous considérez le violon comme du vacarme ? Tout dépend de l'interprète. Un violon bien joué peut toucher au divin, mais dans le cas contraire... Oh, ça ira ! S'exclama-t-il dans un rire joyeux. Je crois que nous pouvons considérer l'affaire comme conclue, à condition que l'appartement vous plaise. Quand pourrons-nous le voir ? Passez me prendre ici demain à midi. Nous irons ensemble et réglerons tout. D'accord, à midi précis, dis-je en lui serrant la main. Nous le laissâmes travailler parmi ses produits chimiques et nous nous dirigeâmes ensemble vers mon hôtel. À propos, demandai-je tout à coup en m'arrêtant et en me tournant vers Stanford, comment diable a-t-il su que je revenais d'Afghanistan ? Mon compagnon me sourit de manière énigmatique. Voilà justement sa petite particularité, dit-il. Des tas de gens ont essayé de savoir comment il devinait les choses. Oh, c'est un mystère ?
m'écriai-je en me frottant les mains. C'est passionnant. Je dois vous remercier de nous avoir mis en relation. L'étude de l'homme est, vous le savez, le propre de l'homme. Vous devez donc l'étudier, dit Stanford en me saluant, mais vous trouverez son cas complexe. Je parierais qu'il en apprendra plus sur vous que le contraire. Au revoir. Au revoir, répondis-je, déambulant vers mon hôtel, fort intéressé par ma nouvelle connaissance.